Comment se portent les associations guyanaises? C'est autour de cette question que l'association Guyanasso a lancé pour la première fois l'Observatoire local de la vie associative, une enquête approfondie auprès de nombreuses associations guyanaises pour comprendre les besoins et mieux cerner les réalités du tissu associatif local. Un tissu particulièrement riche sur le territoire, puisqu'on dénombre, selon les chiffres du gouvernement, environ 4500 associations. Or, de nombreuses associations sont à la peine, manque de moyens, de bénévoles et d'infrastructures. L'Observatoire se veut donc être un outil pour mieux les accompagner. Pour en parler, Jean-David Poquet est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour Radio Pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-David Poquet. Vous êtes le directeur de la Procep. C'est quoi la Procep en quelques mots déjà pour commencer, pour que tout le monde arrive véritablement à voir ce dont il s'agit? Alors avant tout, la Procep, c'est une association guyanaise qui a un petit peu plus de 28 ans sur le territoire, donc qui a évolué en fonction des besoins et qui aujourd'hui a adopté depuis 3-4 ans une organisation en groupe économique solidaire. Ça veut dire que la Procep a créé des structures filles, des bébés, une structure comme le groupement d'employeurs Profession Sport pour mutualiser la fonction RH des emplois, OFA pour développer de l'action de formation au niveau des métiers de la vie associative et de l'animation en général. Créer également des structures d'insertion dans les communes de l'intérieur à travers l'IAN, qui est un très grand employeur au niveau des communes de Camopi et de Maripasoula notamment. Et une dernière structure, Guyanasso, qui a pour vocation d'accompagner les porteurs de projets à la vie associative à travers notamment un service d'appui à la vie associative. 4500 associations, c'est bien ça sur le territoire, ce sont les bons chiffres? Alors effectivement, il y a on dénombre énormément d'associations au niveau des statistiques et notamment du greffe des associations qui est recensé, qui est un service de la préfecture géré par la DG Copop. Mais ensuite, il faut recenser le nombre d'associations qui sont réellement actifs, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui sont en sommeil, qui vivent très peu. Alors après, les associations qui intègrent directement le grand champ de l'économie sociale et solidaire, puisque les associations représentent à peu près 95% de l'économie sociale et solidaire en Guyane. C'est complété généralement par les coopératives et les mutuelles, mais on dénombre dans ces associations certaines qui sont beaucoup plus actives, puisqu'on dénombre à peu près à peine 500, mais qui sont employeurs. Donc des associations qui ont un réel rôle sur l'action économique et le marché économique et le développement économique de la Guyane sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que quand on dit 4500, en tout cas des milliers d'associations sur le territoire, le chiffre il est un peu trompeur compte tenu de nombreuses qui sont en sommeil, comme vous dites? Moi j'en recenserais à peu près un bon millier d'associations dans des champs d'activité, on le voit tout à l'heure, environnemental, culturel, social. La vie associative va là où tous les citoyens ont besoin de se regrouper, se fédérer pour un projet, un sujet commun. Donc c'est là où on parle de la vie associative comme un acteur vraiment de la cohésion de la société. C'est un espace de dialogue avant tout et de construction, et qui peut être vecteur. C'est notre vocation un petit peu au niveau de la Procep et des structures en termes d'émergence d'emploi et de perspectives pour les jeunes exclus à travers des parcours d'insertion professionnelle, parce qu'on l'a vu, la vie associative permet d'embaucher énormément de jeunes et notamment une majorité de femmes, des publics qui peuvent être souvent parfois éloignés de l'emploi. On reviendra dans quelques minutes évidemment sur cette question-là des salariés finalement d'associations sur le territoire guyanais. D'abord les domaines d'activité des associations en Guyane, Jean-David Poquet, est-ce que c'est plutôt équilibré entre, on va dire, l'action sociale, le sport, les loisirs et la défense aussi de certaines causes et de certains intérêts? Il y a tout, mais dans quelle proportion finalement? Est-ce qu'on arrive à peu près à savoir qui fait quoi? On arrive à le voir à peu près que le sport est très présent, et on le voit sur l'aspect médiatique dans le champ du sport, parce que le sport est encore dirigé en grande partie par le mouvement associatif, même s'il a tendance à se professionnaliser et à basculer, on le voit, sur du secteur marchand à travers des salles de remise en forme. Mais le club de foot ou tout l'ensemble du mouvement sportif est à la fois culturel, puisqu'on s'appuie sur ce statut associatif à but non lucratif. Je le répète, souvent on parle d'économie sociale et solidaire ou d'entreprise associative. Ça veut dire que les associations sont régies au même titre qu'une entreprise. Ça veut dire que de plus en plus, elles doivent générer des services, des richesses pour créer une économie. Et il ne faut plus avoir cette perception des associations comme des aspects coûteux qui dépendent uniquement de subventions et de fonds publics. Aujourd'hui, elles arrivent à s'adapter à la conjoncture et aux évolutions de la conjoncture économique. Donc, ce sont avant tout, elles sont régies aujourd'hui comme des entreprises.
C'est une bonne chose, d'après vous, justement, qu'il y ait une démarche entrepreneuriale de plus en plus présente dans le fonctionnement, mais aussi dans le financement des associations? On peut pas le déplorer, c'est dans la conjoncture actuelle, et puis je pense que l'association aussi doit être régie en se disant quel est le service que je renvoie à la société. Chaque service a une certaine valeur, même si c'est de l'information, même si je dispense des cours d'échecs ou des cours de musique, c'est une production de richesse. Souvent, on a un modèle qui est très figé en disant qu'il n'y a que l'entreprise à but lucratif ou l'aspect commerce et le secteur marchand qui est visualisé comme un acteur économique. Les associations, elles sont reconnues comme leur utilité sociale, mais elles ont une capacité aussi à devoir mettre en avant la richesse qu'elles contribuent et qu'elles créent sur le territoire en Guyane. Et notamment, on le voit en termes d'action solidaire et sociale, puisque de nombreux emplois, la majorité, plus de la moitié, sont gérés par des structures associatives très professionnalisées. On le voit, comme je pense à la Croix-Rouge ou en Guyane, la DAPI, la CATICH, qui sont des structures qui interviennent plus sur l'aspect de l'action sociale sur notre territoire. Je me pose une question, Jean-David Poquet, pour quelle raison, d'après vous, dès qu'on parle d'association, dès qu'on pense à vie associative, dans l'inconscient collectif, même si je sais bien que ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas dans le débat public, dès qu'on pense aux associations, on a tout de suite en tête des images un peu caricaturales de l'association locale qui est là pour organiser quelques événements festifs, on va dire. Évidemment, je caricature, mais il y a quand même un petit peu de ça. Il y a quelque chose qui relève de cet ordre-là, la non-prise de conscience, finalement, qu'énormément d'associations existent, qu'elles emploient des salariés et qu'elles œuvrent concrètement tous les jours pour l'intérêt général de la Guyane, parce qu'on est en Guyane, mais finalement de n'importe quel territoire. Non, c'est tout à fait pertinent, parce que l'association, elle est rattachée à une image de bénévolat, donc de non-professionnel, parfois de bricolage, parce qu'on a tendance à visualiser uniquement l'activité de la vie associative dans le champ du temps libre, dans la kermesse, dans le sport ou les loisirs, et pourtant de plus en plus on le voit à travers des diplômes qui sont nécessairement requis pour enseigner le sport par exemple. Il faut des diplômes professionnels aujourd'hui, donc qui dit diplôme professionnel dit professionnalisation, création d'emplois, donc les associations tendent à se professionnaliser. On peut avoir un certain retard au niveau de la vie associative, mais c'est là où la structuration et la professionnalisation va se faire avec l'ensemble des acteurs. Ça veut dire qu'il y a les services de l'État qui peuvent insuffler une dynamique en termes de création d'emplois, des contrats aidés notamment, mais c'est là où la vie associative a énormément besoin des collectivités territoriales, et le regard des élus locaux est très important, puisqu'on doit s'appuyer justement sur ces associations pour se structurer. Les associations, elles ont 3 types de ressources en général. La première ressource, c'est le bénévolat, qui est très fort par rapport à l'engagement de ces dirigeants administrateurs bénévoles. Ensuite, les bénévoles qui restent encore aujourd'hui majoritaires au sein des associations. Qui restent majoritaires, et puis même dans une structure comme la Procep, où effectivement, qui recense une trentaine de salariés permanents et 400 à peu près salariés sur l'ensemble du territoire, on l'a vu encore ce week-end, on a des 15 administrateurs bénévoles désintéressés, et c'est eux qui donnent le champ et la grande orientation de cette association. Et comme beaucoup d'associations, et c'est là où dans les associations professionnalisées, souvent on ne voit pas l'engagement du bénévole, on voit plus les techniciens comme moi ce matin qui vient parler effectivement de la Procep, mais on met régulièrement en avant l'engagement de nos salariés, de nos 15 administrateurs et du président, notamment je rends hommage Jean Sesto, parce que c'est vraiment ce partenariat et ce binôme entre les structures. On fait rien sans les bénévoles, les personnes engagées sur ce territoire, et ils sont énormément nombreux. Et qu'on ne met pas souvent assez en avant. Et puis ensuite, il y a les techniciens. Le premier point, on va dire, les associations marchent au bénévolat. Les deux autres, c'est quoi? Les subventions publiques encore aujourd'hui? On va parler de la grande famille des subventions, donc services de l'État et collectivités territoriales. Et puis de l'autre côté, il y a les richesses que les associations doivent générer de plus en plus. C'est la prestation, c'est les cotisations que ce qu'on appelle les adhérents, qui ne sont pas des clients. On le rappelle parce que c'est pas une boutique ou un secteur marchand, c'est avant tout des adhérents. Mais cette participation financière, quand on prend des cours de musique ou on participe, cette participation, ça crée une activité économique. Donc ça représente au moins le troisième champ de l'activité financière des associations. Et le secteur privé, est-ce qu'il joue le jeu? On voit bien que sur tout le territoire français, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont financer, qui vont créer des partenariats, des offres de sponsoring avec certaines associations. En Guyane, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que le secteur privé joue suffisamment le jeu? Il faut instaurer un dialogue. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir le côté sponsoring et qui dépend forcément d'un autre acteur qui est les médias, puisque le sponsoring va intervenir à partir du moment
où il sera diffusé et relayé dans les médias pour avoir de la communication et un retour sur investissement. Mais on le voit, je salue l'ensemble des chefs d'entreprise de Guyane qui n'ont pas que cette vision mercantile et qui sont aussi des acteurs responsables. On le voit à travers... Ils sont nombreux en Guyane. Ils sont nombreux et on travaille de plus en plus avec le réseau Entreprendre, par exemple, où de nombreux chefs d'entreprise sont conscients que le développement économique de la Guyane passera par l'évolution sociale et la cohésion du territoire, donc s'engagent énormément à travers des actions. On le voit notamment à travers, par exemple, le GEC BTP, qui est un très bon exemple où on a des structures du BTP, des grandes entreprises qui sont associées autour d'une association qui est un groupement d'employeurs et d'insertion et de qualification pour favoriser l'émergence et l'insertion professionnelle de jeunes sur le territoire en faveur de le secteur, mais il y a vraiment une dimension sociale dans leur action. Associatif ne veut pas dire amateur finalement, parce que c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Et effectivement, et c'est là où l'ensemble des acteurs doivent être engagés, et c'est là où au niveau de la POSEP, notamment, on a voulu mettre en avant un petit peu à travers cet observatoire, c'est les besoins des associations. On essaie de rapporter une notion d'équité, parce que l'ensemble des territoires, l'ensemble des subventions sont essentiellement captées, on l'a vu au niveau de l'emploi sur l'île de Cayenne. On pense à nos amis de l'Ouest ou de l'Est, ou même dans les communes de l'intérieur, où justement on a besoin d'établir une certaine forme d'équité, parce qu'il y a une complexité pour capter des fonds publics, les fonds publics qui vont permettre d'émerger. Ça veut dire que quand on a 1 euro de subvention, généralement une association va être capable de multiplier cet euro par 5 sur son territoire à travers l'engagement bénévole, à travers les richesses qu'elle va mettre en place. Et c'est là où justement il y a certains territoires ruraux, comme on pense à la présence qui était au niveau de l'observatoire de la mairie de Papay-Icheton et de ses élus, qui ont parfaitement compris que l'association pouvait être une perspective d'évolution et de développement et de création d'emplois sur son territoire, puisque sur cette commune, par exemple, on recense une structure d'insertion, une MFR, et en fin de compte, le secteur associatif est l'employeur majeur sur ces communes rurales. Alors le but de cet observatoire dont vous venez de parler, c'est de mieux connaître, on va dire, les réalités du tissu associatif guyanais, du littoral, mais aussi évidemment de l'intérieur. Vous venez de parler de Papay-Icheton. Qu'est-ce qui va pas finalement pour les associations guyanaises ? On a besoin, stratégiquement pour les associations, d'investir dans les associations. C'est pas à fond perdu. Contrairement à des entreprises où il y a des actionnaires, ça veut dire qu'il y a un engagement financier pour investir. Et c'est là où on fait un petit peu un appel aux partenaires. Mais c'est pas qu'un investissement financier. Parfois on le voit, le plus grand besoin des associations aujourd'hui, c'est des espaces de travail. Donc aujourd'hui, des lieux, des infrastructures. Des infrastructures. Pour se professionnaliser, pour créer un emploi, il faut des locaux, des espaces et qui ont un certain coût, parce qu'on est régi au même prix au niveau du marché de l'immobilier qui est très élevé en Guyane. Donc on le voit, des structures professionnelles arrivent à louer, mais on aimerait qu'il y ait des espaces qui soient davantage mis à disposition. On le voit, je prends en exemple encore, il y a eu l'inauguration le week-end dernier d'un club de boxe thaïlandaise qui a pu se mettre en place juste à travers une zone, un bâtiment qui était abandonné par les services de l'État et qui a été confié à cette association qui a réhabilité complètement à ses frais avec du bénévolat ces locaux pour en faire aujourd'hui une école éducative au niveau de la boxe thaï. C'est un très bon exemple, mais on a eu d'autres exemples au niveau culturel où de plus en plus les associations essaient de s'approprier ce type d'espace, déjà c'est plus des espaces qui sont squattés, qui deviennent dangereux, mais qui sont complètement réhabilités. Et ça permet de valoriser et de faire épanouir la vie associative pour voir l'émergence d'emplois et d'actions éducatives en faveur de la jeunesse. Mais pour autant, sur cette question-là des infrastructures, Jean-David Poquet, j'ai pas envie de la jouer soviétique et communiste, mais est-ce qu'il faudrait pas un plan du côté des collectivités pour recenser un peu les infrastructures qui existent et les mettre à disposition des associations ? Parce que oui, certaines associations arrivent à trouver des lieux grâce aux mairies, évidemment, mais on voit bien qu'énormément d'autres galèrent tous les jours. Effectivement, c'est un enjeu, ça veut dire que c'est vraiment un appel à l'ensemble de nos élus et de nos maires, parce qu'on l'a vu, il y a une action très présente au niveau des communes par rapport aux associations, donc c'est aux élus communaux de s'approprier l'engagement de la vie associative, essayer de l'améliorer à travers parfois, donc pas uniquement donner et verser des subventions, mais il y a d'autres actions comme recenser des espaces qui pourraient être optimisés. Parfois, c'est pas uniquement avoir un espace pour une association. Un espace peut être complètement partagé par différentes structures associatives, même cohabiter avec des services communaux.
Et puis, l'une des actions majeures qu'on recense aussi, c'est le manque de valorisation. Ça veut dire qu'on trouve que le bénévolat est amené à disparaître. C'est une phrase qui est répétée fréquemment, mais on se rend compte également qu'il y a peu de présence de nos élus dans la proximité avec les acteurs, des rencontres avec... Il n'y a pas assez d'échanges entre le monde associatif et le monde politique finalement ? Non, on aime... le monde politique, il n'est pas très loin du monde médiatique. Et le monde médiatique va valoriser la performance en général, qu'elle soit sportive. Mais on ne va jamais saluer la performance sociale, la performance inclusive. Et pourtant, on le voit, il y a énormément d'actions qui sont menées dans les quartiers. Je pense à Trop Violence, je pense qu'il fait un très gros travail de médiation sociale dans les quartiers. Je pense également aux Frères de la Crique, par exemple, qui intègrent des jeunes également dans ces actions de médiation. Et ce type d'initiative doit être salué, ce type d'engagement fait par des bénévoles, des présidents, doit être également salué. Alors, on aime bien médiatiquement aussi récompenser les plus jolies femmes à travers des élections de Miss, mais on aimerait saluer les... Alors, je ne sais pas s'il faut faire des Miss bénévoles, mais en tout cas, saluer les plus belles initiatives qui font preuve d'innovation sur notre territoire. Souvent, on le voit, que ce soit à Camopi, que ce soit dans l'Ouest, souvent on se retrouve avec des actions qui répondent vraiment à des besoins de territoire de manière spécifique, qui prennent en considération l'interculturalité de nos territoires. Souvent, on a culturellement tendance à penser que les bonnes initiatives, elles sont encore en métropole ou elles sont pensées à Paris et qu'on essaie de les appliquer sur notre territoire. Souvent, elles ne fonctionnent pas, on s'en rend compte, alors que localement, il y a des perspectives et des initiatives qui sont très riches au niveau de l'outre-mer en général. Donc finalement, pas de valorisation, pas assez selon vous de valorisation et donc de médiatisation de toutes ces initiatives-là, et donc il y a une corrélation ensuite avec le retrait, on va dire, des collectivités, des élus, des politiques. C'est comme ça qu'on peut présenter les choses selon vous ? Complètement, dans différents secteurs d'activité, cette valorisation elle est nécessaire. La mise à disposition de locaux également, donc on l'a redit, mais c'est avant tout ce dialogue, il faut échanger. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire progresser l'impact des associations ou le développement social et économique sur notre territoire tant qu'il n'y ait pas ce temps d'échange autour de la table, de rencontre qui se fait de manière spontanée et naturelle. Alors nous-mêmes, on est très contents de faire visiter par exemple le bâtiment L'Accordeur au niveau de la Proceb, qui est en centre-ville de Cayenne. En centre-ville de Cayenne, qui est un pôle territorial de coopération économique, qui est un espace de tiers-lieu, qui est un espace d'échange, qui amène justement de la concertation entre des collectivités territoriales, des chefs d'entreprise, comme c'était dit tout à l'heure, et puis des associations qui cohabitent entre elles. Oui, la fameuse mutualisation des moyens, mettre un même lieu finalement à disposition de plusieurs structures pour faire à la fin évidemment des économies. Tout à fait. Amener à faire ensemble. Le faire ensemble, ça nous est important pour amener les gens dans une notion de coopération et plus forcément de compétition ou d'opposition à travers des appels à projets. Voilà, c'est important ce dialogue et surtout cette concertation entre les trois acteurs privés, les élus et puis le secteur associatif. Sur la question du financement des associations, on voit bien quand même aujourd'hui que les associations sont tenues à répondre à des appels d'offres, à démontrer leur efficacité sur le terrain. Est-ce que ça favorise pas quelque part les structures, les associations les plus solides au détriment des plus fragiles, Jean-David Poquet ? Effectivement, la majorité des fonds publics, il y a une statistique qui disait que 95% des subventions, des enveloppes sont réparties à travers 6% des associations à l'échelle nationale, mais je dirais à l'échelle locale également. C'est la même chose. On peut le déplorer, donc c'est vrai que la notion de liberté, égalité, fraternité, dans cette notion d'égalité, il n'y a rien d'inégal effectivement dans la consommation des fonds publics, parce que on le comprend bien, si on a une association à Camopi ou plus loin à Trois-Sceaux et qu'on n'a pas de connexion internet et qu'on n'a pas pu avoir une scolarité qui nous permet d'avoir une méthodologie de projet, la demande de subvention qui est basée sur ce qu'on appelle un CERFA, qui va nous demander quelle est l'évaluation de base, quels sont les indicateurs de résultats, quel est le budget prévisionnel. C'est une complexité, c'est une vraie technicité aujourd'hui. Et on en revient à ce qu'on disait sur la logique entrepreneuriale finalement des associations. Exactement, donc ça veut dire que beaucoup de porteurs de projets sont complètement exclus par ces dispositifs. On s'en rend compte au niveau national, mais même à l'échelle locale. Je sais que la CTG a lancé son appel à projet qui est directement dématérialisé.
la connexion Internet. On parle de plus en plus d'illettrisme, mais également d'électronisme. Donc, en fin de compte, les publics les plus visés par l'appel à la cohésion, à l'égalité des chances, sont les plus éloignés de ces appels à projets par rapport à toutes ces discriminations techniques, technologiques si on n'a pas de connexion Internet, et puis méthodologiques parce qu'il y a une vraie technicité. Donc, notre objectif, c'est de ramener pas de l'égalité parce que c'est complexe, mais de l'équité. Et de quelle façon finalement? En faisant quoi? L'équité, c'est justement, comme je le rappelais sur cet aspect d'innovation, c'est se poser les questions comment on peut permettre à n'importe quel porteur de projet de pouvoir accéder à des fonds. Alors des fonds de la CTG, mais également des fonds, aujourd'hui les plus grandes enveloppes sont basées au niveau du fonds européen, que ce soit du FEDER, du Fonds social européen. Donc accompagner les associations, c'est bien ça pour qu'elles puissent monter leur projet? Les accompagner, mais c'est trop complexe. Quand on va avoir un porteur de projet qui ne maîtrise pas la langue française parce que c'est pas sa langue maternelle par exemple, et ben ça va être complexe de former. Donc on part plus sur des notions d'intermédiaire. Ça veut dire c'est changer l'organisation, c'est s'appuyer. Le groupement d'employeurs, c'est un bon exemple. Ça veut dire au lieu de former des gens à être directement des employeurs, à les apprendre à faire des contrats de travail, des fiches de paye, avoir une notion RH, on s'appuie sur un outil qui est un groupement d'employeurs et qui va directement porter l'emploi. Ça veut dire que la structure est complètement déchargée de toute cette notion administrative et peut bénéficier. Mais le groupement d'employeurs va beaucoup plus loin. Il peut faire la demande de subvention auprès du contrat aidé. Je pense que c'est logique de tiers facilitateurs. Il faut qu'on les porte, et on les porte notamment avec des acteurs comme le parc amazonien dans les communes de l'intérieur, où on facilite l'accès à des subventions. Une association sur les communes de l'intérieur ou des associations en général, elles n'ont pas besoin d'argent. Elles ont besoin d'avoir des financements pour acquérir du matériel, pour recruter. Donc auprès de ces porteurs de projets, on s'est porté un petit peu tiers facilitateur à travers un dispositif qui s'appelle le Gaïa. Ça veut dire que c'est directement, les subventions sont directement portées par Guyanasso, et ensuite Guyanasso fait directement les acquisitions, les achats à travers du matériel, des ballons, des maillots de foot ou d'autres matériels matériel scolaire qui est redistribué directement auprès des associations qui demandaient effectivement à la base que du matériel. Jean-David Poquet, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose qu'on entend beaucoup dire et qu'on observe depuis ces dernières années à l'échelle nationale, mais finalement pour tous les territoires, c'est que l'État se désengage sur un certain nombre de sujets et qu'il transfère peu à peu certaines de ses missions de base au monde associatif, évidemment pour faire des économies. Est-ce que vous partagez ce constat? Et première question. Et deuxième question, est-ce que finalement ça renforce encore plus l'importance des associations guyanaises quand on connaît l'état déficitaire des services publics partout sur le territoire? Alors, je suis parti d'une génération qui avait connu la présence forte de ce qu'on appelait la DJSCS, boulevard de la République, où au-delà d'un service public, il y avait des conseillers. Il y avait des conseillers associatifs, des conseillers sportifs qui étaient là pour répondre aux besoins des porteurs de projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble des services publics sont partis dans la dématérialisation. Toutes les démarches administratives s'effectuent aujourd'hui en ligne, et les demandes de subventions et l'accompagnement également. Donc on en revient bien au même constat. Ça veut dire que tant qu'on maîtrise un certain niveau d'autonomie en termes de l'outil informatique, de connaissances, de technicité, on va aller trouver des réponses sur Internet pour faire nos démarches. Mais effectivement, on s'en rend compte, les trois quarts des porteurs de projets guyanais sont directement exclus par toute cette notion de technicité. Et c'est là où, localement, je le répète, avec l'ensemble des élus, on doit trouver des stratégies pour ramener de l'équité. Et on l'a vu, on l'a redit, les besoins dans l'Ouest sont très forts. Les jeunes ont des initiatives enrichissantes, ils ont besoin de créer, ils ont besoin d'innover. On a le droit à l'entrepreneuriat, qu'il soit social ou autre, c'est un droit. On doit favoriser et permettre à nos jeunes de pouvoir porter leurs projets, leurs initiatives, leur donner le droit de se tromper, de réactiver, de progresser. Et ce droit, il se fera uniquement si on arrive nous-mêmes à innover dans cet accompagnement à travers des tiers facilitateurs. Jean-David Poquet, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Je le rappelle, donc directeur de l'APROCEP, l'Observatoire de la vie locale sur les associations. Si certaines personnes veulent le consulter, où est-ce qu'on peut le trouver ? Directement auprès de Guyanasso, où je pense qu'il sera en ligne sur le site internet guyanasso.org, où effectivement, au-delà de l'observatoire et des chiffres et des données, il y a également des préconisations qui ont été effectuées par l'ensemble de l'équipe de Juliette Blanc, la directrice de Guyanasso. Comme ça, si des élus veulent consulter cet observatoire, ce sera tout à fait possible. Merci encore, très bonne journée à vous.